Bonjour à tous. Euh, je ne sais pas à quelle heure on est censé démarrer. Enfin, on aurait déjà dû démarrer, mais je suis sûr qu'on va encore recevoir des gens. Bonjour à tous. Alors, je vous vois pas, mais Antoine Maille. Je suis architecte avant-vente stockage dans les équipes IBM France. Donc, je pense qu'il y en a un certain nombre avec qui j'ai déjà eu le loisir d'échanger. Vous connaissez peut-être un petit peu moins Guillaume. Guillaume est IBM France, mais il travaille pour Worldwide. Et son métier, c'est de développer des environnements de démonstration que vous pouvez, en tout cas pour les business partners, réserver, sur lesquels vous pouvez vous connecter sur les environnements TechZone. Donc il développe les démonstrations et on lui a demandé de venir nous faire profiter de son expertise et de son expérience sur les environnements de démonstration pour nous montrer quelques bricoles. Voilà. Bon, je vais crever l'abcès tout de suite. Voilà. Ça, c'est ma clavicule. Donc c'est pour ça, hein. Je suis tombé en vélo samedi comme un con. Voilà, c'est réglé, c'est ça, ça fait hyper mal, je vous le conseille pas. On est là pour parler IBM stockage flash system. Je suis parti du principe que vous avez tous un niveau de connaissance minimale de ce qu'est un flash system et de comment ça fonctionne. Et j'ambitionne de vous présenter les évolutions récentes autour des mécanismes de copie des environnements flash system. Alors, les machines flash system stockage bloc, que l'on rencontre extrêmement fréquemment dans les environnements Power, puisque nous sommes cette semaine sur un événement Power, présentent plusieurs mécanismes qui vont vous permettre d'assurer la disponibilité de vos données. Je vais les prendre très rapidement. Le chiffrement des données, hein, le fait que si on vous vole un disque dur ou si vous avez un disque dur qui repart dans le cycle de la maintenance, les données ne seront pas lisibles sans la clé. Des mécanismes de réplication synchrone, asynchrone, des mécanismes de haute disponibilité, c'est ce dont on va vous parler particulièrement ce matin. Des architectures avec des réplications à 3 copies et des choses autour des safeguarded copies, la manière de mettre des données dans un coffre-fort logique immuable pour pouvoir sécuriser vos données contre la corruption. C'est des sujets dont on va parler cet après-midi sur les ateliers PowerVault et dont on parlera également jeudi après-midi. Il y a également une session autour de safeguarded copy. Pourquoi on fait une session autour des copies ce matin sur Flash System? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses autour des mécanismes de copie depuis 3 ans, depuis 2022. Pourquoi il s'est passé plein de choses? La gamme Flash System s'appuie sur la technologie Storage Virtualized, qui est une technologie qui a maintenant plus de 20 ans. Et il y a une bonne partie des mécanismes de copie qui sont encore en production aujourd'hui chez nos clients, qui sont des mécanismes historiques et qui ont été développés en 2003 pour le Metro Mirror, en 2005 pour le Global Mirror, en 2007 pour l'Hyperswap, qui sont des mécanismes de copie qui avaient été développés à une époque où les disques étaient mécaniques et où on s'appuyait donc sur des performances de disques mécaniques. Donc on avait des disques qui répondaient à 4-5 millisecondes et quand on rajoutait de la copie, on rajoutait 1 milliseconde de latence. Globalement, on rajoutait 20% de dégradation de performance pour assurer la copie. C'était acceptable, ou en tout cas c'était accepté. Les technologies de disques ont évolué, on est maintenant tout en full flash. Nos technos de disques, elles répondent à 0,5 millisecondes, et on les plombe avec un hyperswap qui rajoute 1 milliseconde. Donc nos scénarios de copie qui étaient acceptables sur des disques mécaniques, le temps avançant, sont devenus de moins en moins acceptables, et sont devenus des goulets d'étranglement pour plein de façons, pour plein de raisons. Et il a été nécessaire de les redévelopper complètement, avec du multithreading, en changeant beaucoup de choses, pour que ces mécanismes de copie ne soient plus un frein. C'est pas super pratique avec une seule main. On avait aussi des configurations complexes et des limites de capacité qui étaient assez vite atteintes. Si vous avez eu l'occasion de manipuler ça, on avait par exemple sur le Global Mirror with Change Volume, on était limité à 200 et quelques volumes. Sur l'Hyperswap, on était limité à 1000 volumes. Des limites qui, dans des logiques de consolidation qui existent aujourd'hui chez nos clients, n'étaient plus acceptables. En 2002,
IBM a annoncé une nouvelle technologie de réplication asynchrone qui s'appelle le PBR. PBR pour Policy Based Replication. Alors Policy Based, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un volume, vous allez lui associer une politique de SLA, une politique de réplication, et vous allez demander à la création du volume que le même volume soit créé sur la machine distante, que les machines soient mises en réplication, et que vous ne soyez alerté que si l'objectif de SLA que vous avez défini n'est pas atteint. Avant, on avait 3 étapes de configuration, donc potentiellement 3 sources d'erreur. Le passage en mécanique PBR a amélioré les performances et a simplifié l'administration. En 2023, on a annoncé la technologie PBHA, Policy Based HA, même logique. On s'appuie sur une politique de SLA. À la création du volume, je crée un volume qui est naturellement protégé entre 2 systèmes. En 2024, on a annoncé le PBHA 3 sites, une vraie architecture 3 sites. Et en 2026, on devrait logiquement, enfin en tout cas on l'a annoncé, annoncer un PBR synchrone qui remplacera le MetroMirror. Quelque chose d'extrêmement important, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais je vous le répète, tous les mécanismes de copie, ancienne génération, Global Mirror with Change Volume, MetroMirror, 3 sites HyperSwap, ne sont plus supportés dans les versions de code au-dessus des versions 8.7. Toutes les machines qui supportent la 8.7 continuent à vivre, continuent à être supportées, et la 8.7 sera supportée aussi longtemps que les machines qui la supportent le sont. Donc on a encore au moins 5, 6, 7 ans de stabilité. La 8.7.0, tu as raison. La 8.7.0, qui est donc la version LTS, sera supportée aussi longtemps que les machines sont supportées. Par contre, si vous êtes en 8.7, vous ne bénéficierez plus des nouveaux développements qui arriveront sur les machines. C'est un choix qu'IBM a fait parce qu'il y avait une rupture technologique liée au mono-IO group, multi-IO group. Ce qui commence tout doucement à nous générer des plans de migration qui ne sont pas forcément simples. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez une nouvelle machine, on l'installe en 8.7.0, donc bien souvent quand vous la recevez, il faut baisser le code, descendre le code pour la redescendre en 8.7.0 pour pouvoir la mettre en partenariat avec des machines qui utilisent du MetroMirror, du Global Mirror ou de l'HyperSwap. Voilà. C'est super important. Je pense que c'est maintenant bien compris, mais ça ne mange pas de pain de le répéter. Donc aujourd'hui au catalogue, vision extrêmement simplifiée sur les gammes flash system. On a du réplication asynchrone PBR, donc une machine qui réplique vers une autre, du PBHA où j'ai 2 machines qui font de la haute dispo entre 2 machines équivalentes, et du PBHA 3 sites où j'ai 2 machines en synchrone qui font de la réplication asynchrone vers une 3e. Je vais être frustré parce que je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire, donc il faut que je fasse des choix, mais ça je vais le dire quand même. Une des choses qui a changé avec cette technologie de réplication, c'est que on va pouvoir mixer des flash systems de modèles différents, on va pouvoir mixer des flash systems de versions différentes. Donc là, mon chart, en fait, il n'est pas super parce que on ne monte que des 7003. J'aurais pu mixer dans mon chart, on peut faire du HA entre une 9005 et une 5003, par exemple. Ça fonctionne. Ça n'a peut-être pas de sens en termes de performance, mais ça fonctionne. Je démarre avec le PBR, donc annoncé en 2022. Je pense qu'on a aujourd'hui un taux de déploiement du PBR qui est plutôt pas mauvais. Comment ça fonctionne? Comme avant, on a 2 machines, on met en place un partenariat Fiber Channel, un partenariat IP, short distance ou longue distance. Vous allez sur la machine de gauche définir un groupe de volume. Un petit peu l'esprit du consistency group qui existait avant.
Vous allez donc créer un groupe de volume auquel vous allez associer une politique de réplication. La politique de réplication, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je crée une réplication entre ma machine de production vers ma machine de recovery, en réplication de sites asynchrones, et je définis un objectif de RPO, ou en tout cas une limite de RPO que je souhaite ne pas dépasser. Donc, concrètement, je veux que tous ces volumes soient en asynchrone, et tant que mon asynchrone il est en dessous de 2 minutes, je considère que tout va bien. Ce que fait automatiquement le PBR, c'est qu'il va aller fabriquer les petits copains en face, il va mettre en place les réplications entre la source et la cible de façon totalement transparente. Dès lors que vous allez rajouter un nouveau volume à l'intérieur de ce groupe de volumes, il va automatiquement aller rajouter le petit copain en face, mettre en place la réplication et s'assurer de la cohérence des données à l'intérieur du volume groupe. Et la bascule d'un système vers le système de secours se fera au niveau du groupe de volume. On avait avant, en Global Mirror, 2 modes. Le mode Global Mirror et le mode Global Mirror with Change Volume. C'était quoi le Global Mirror? C'était de la réplication en mode journaling. C'est quoi le journaling? Toutes les écritures que je fais sur mon système de production sont envoyées sur mon système de recovery. L'intérêt, c'est qu'on garantit un RPO proche de 0. Globalement, on est en dessous de la seconde. L'inconvénient du mode journaling, c'est que ça nécessite d'avoir une liaison capable de passer 100% des écritures. Donc, 100%, donc ça nécessite une liaison de haute qualité et une liaison de haut débit avec une latence raisonnable. Quand on n'avait pas cette liaison de qualité, on faisait du Global Mirror with Change Volume. Concrètement, ça prenait des snapshots sur la source, ça prenait des snapshots sur la cible et ça envoyait le delta de snapshot. Donc on définissait un mode de cycling où on allait ambitionner de prendre un snap toutes les 5 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les heures, toutes les 24 heures. Et on envoyait le contenu du snap de l'autre côté. L'inconvénient, alors déjà on était limité à 200 volumes, mais surtout, on avait des RPO qui pouvaient être mauvais, voire très mauvais. Le PBR combine les deux technologies. Il est capable de faire du mode journaling, qui est équivalent au Global Mirror, et il est capable de faire du mode cycling, équivalent au Global Mirror with Change Volume. Et concrètement, il a un mode... Pas que je fasse des animations, parce que ça m'occupe les mains. Il a une logique de réplication adaptative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant que mon lien est capable de passer 100% des écritures, il va être en mode journaling. Si mon lien n'est plus capable de passer 100% des écritures, il va automatiquement basculer en mode cycling. Et dès lors que mon lien revient correct, il va repasser en mode journaling. Alors qu'est-ce qui fait que mon lien, des fois il peut passer, puis des fois il peut pas passer? Dans mon lien, je suis peut-être pas tout seul. Peut-être que je partage mon lien de réplication avec d'autres applicatifs, avec la sauvegarde, avec plein d'autres choses. Et j'ai aussi une activité I/O écriture qui n'est pas forcément constante. Donc pendant ma journée où j'ai assez peu d'écriture, pendant mon TP, je vais être en mode journaling. Et puis quand mes batchs vont se déclencher, je vais avoir un flux écriture beaucoup plus important. Automatiquement, il va passer en mode cycling. En tant qu'administrateur, vous avez défini une alerte de RPO. Vous lui avez dit, tant que je ne dépasse pas de 2 minutes, je suis content. Donc, en termes d'administration, vous n'avez pas à gérer si vous êtes en journaling ou en cycling. Tant que vous êtes en dessus de 2 minutes, vous êtes content. Donc, vous êtes seulement alerté si votre objectif de RPO n'est pas atteint. Si sur vos environnements, vous avez plusieurs niveaux de criticité d'application,
bah, vous allez en mettre un avec un objectif de RPO à 2 minutes et vous allez en mettre un avec un objectif de RPO à 3 minutes. Et il va utiliser ces objectifs de RPO pour prioriser quels sont les groupes de réplication qu'il va garder en mode journaling, quels sont ceux qu'il va passer en mode cycling. Et globalement, ça fait 3 ans qu'on a ça en production, ça marche super bien. J'aurais pu remettre à jour cette charte, il date de l'année dernière et je suis encore en... Je sais pas pourquoi je suis en 8.6 d'ailleurs, mais... alors vous avez peut-être déjà vu, déjà utilisé l'outil qu'IBM utilise au quotidien pour simuler les performances des machines que l'on vous vend. J'ai juste fait un exercice tout simple sur une charge donnée, à la limite peu importe. Quel est le temps de réponse d'une charge, alors sur une Flash System 9005, pour une workload qui n'est pas mirrorée. Vous voyez que je suis capable de faire 200 000 IO en dessous d'une milliseconde. Je ne sais même plus quelle était cette charge, mais à la limite, peu importe. Je prends cette même charge, je lui mets du réplication Global Mirror. C'est la courbe orange. Je vois que mon Global Mirror, il me coûtait extrêmement cher en performance et qu'il bridait ce que mon 9005 était capable de faire. Maintenant, je le mets en mode PBR et je vois comment mon niveau de performance évolue en appliquant la réplication. Donc je vois que dès lors que je vais ajouter de la réplication PBR, il n'y a pas de miracle, hein. Il fait plus d'IO, il y a plus de charge, j'ai un impact. Mais là où avant, le fait d'activer la réplication Global Mirror me plombait ma machine de 200 000 IO à 30 000, maintenant je vois que je tiens 100 000, 150 000 assez sereinement avec le PBR. Tous les clients qui ont basculé de Global Mirror en PBR ont résolu une bonne partie de leurs problèmes de performance, leur bonne partie des erreurs, je ne sais plus comment elles s'appelaient, mais les erreurs fréquentes que vous avez en GMCV, où ça veut dire l'objectif de RPO que tu m'as demandé, je suis incapable de l'atteindre. La bascule en PBR évacue une bonne partie de ces problèmes de performance. Il est possible de migrer de Global Mirror en PBR de façon non disruptive sur nos systèmes. Alors dès lors que vous avez les bonnes versions de code, évidemment, il faut avoir des versions de code qui supportent le PBR. Mais on va pouvoir, sur un volume donné, sur un volume qui est répliqué en Global Mirror, on va pouvoir lui rajouter une seconde copie en PBR. Donc il faut de la capacité, il faut un peu de capacité. On va faire une réplication en Y, une cible Global Mirror et une cible PBR. Une fois que la cible PBR est complètement synchronisée, on va casser le volume Global Mirror. Et si vous avez plusieurs volumes, on va faire ça en mode rolling, on va les faire une par une. C'est possible. C'est un peu fastidieux, mais on est capable de faire cette migration. Wow. Un petit tableau en référence. On va pas tout analyser, mais j'ai plus mis pour garder ça, pour rentrer un peu dans les détails, sur ce qui s'est passé depuis la version 8.5.2 en 2022 autour du PBR et la manière dont ça a évolué. Je vais juste highlighter 2-3 bricoles. Vous voyez par exemple, je vous ai parlé du fait qu'on allait définir des politiques de réplication. Avant, on était limité à 32. Donc ça veut dire que je pouvais définir 32 différents niveaux d'objectifs de SLA. Maintenant, je peux en faire 132 avec les dernières versions. On a des choses beaucoup plus précises. Avant, on ne pouvait faire de la réplication qu'en Fiber Channel et en IP, donc en IP longue distance. On est maintenant capable, alors je suis désolé, je ne peux pas parler et montrer en même temps. Voilà, je suis un peu limité. On est maintenant capable de faire, c'est la ligne RDMA IP Partnership. On est maintenant capable de faire de la réplication IP courte distance, donc avec des niveaux de performance qui sont sensiblement égaux à celui du Fiber Channel. On a énormément progressé dans la manière de gérer les snapshots dans des environnements de réplication, où on va maintenant pouvoir prendre des snapshots synchronisés entre les deux machines et faire des réplications de snapshots
directement sur des LUN répliqués en restaurant en même temps la source et la cible. Voilà. Donc, cette mécanique de PBR a énormément évolué. Des choses qui nous étaient reprochées, on ne savait pas faire l'expansion de volume qui était en PBR. On ne savait pas faire le renommage de volume qui était en PBR. C'est des choses qui sont maintenant possibles avec les versions 9.1. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a à peu près comblé 99% du gap qui pouvait exister avec les mécaniques de Global Mirror with Change Volume. Il n'y a plus aujourd'hui de raison de ne pas le faire. En tout cas, vu du stockage. Là où ce sur quoi on est encore peut-être un tout petit peu en retard, mais c'est pas nous qui sommes en retard, c'est que les outils qui pilotent les réplications sont pas forcément encore tous 100% compliant avec le PBR, et n'ont pas encore tous fait ce travail de codage et de prise en compte du PBR. Donc on a encore quelques cas où le PBR, on a du mal à le mettre parce que oui, mais j'utilise un outil de gestion des copies qui connaît pas encore PBR, donc je suis encore obligé de mettre du Global Mirror. Bon, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on vous montre à quoi ça ressemble? Enfin, que Guillaume vous montre à quoi ça ressemble. On peut avoir des questions maintenant, on peut avoir des questions après. Ça peut être les deux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous saviez déjà tout? Est-ce que je sers à rien? J'aurais mieux fait de me reposer chez moi. Point. Faut que je fasse quelque chose. Donc, si vous avez déjà fait du Global Mirror dans le passé, vous connaissez la mécanique, vous avez votre machine principale sur laquelle vous avez vos volumes de production, et pour chacun des volumes de production que vous voulez créer, vous devez créer un volume compatible sur votre machine de destination. Le principe va être donc, je crée un volume, je fais un lien entre les deux volumes, et pour chaque volume que je veux répliquer, je crée une cible. C'est quelque chose qui a été très simplifié avec les mécanismes de PBR. Donc, je vais vous montrer ça sur la partie PBR entre un 5002 et un 5003. Mon 5003 qui est ici, c'est ma machine cible. Vous voyez, je n'ai aucun volume défini dessus. Et le 5002, qui est ma machine de production, j'ai un serveur AX avec un certain nombre de volumes. J'ai mis ces volumes dans un volume groupe. Comme l'a dit Antoine tout à l'heure, tous les nouveaux processus de réplication, PBR, PBHA, 3 sites, sont basés sur des policies et sur des volumes groupes. Un volume groupe, c'est une unité logique, ça correspond au groupe de consistance. Et dans mon volume groupe, qui s'appelle AX Data VG Volume Group, je n'ai pas été très original, j'ai mes 5 volumes de production. Et à partir de ce volume groupe, je vais pouvoir gérer mes snapshots, mes sauvegardes copies, et pour le sujet qui nous intéresse maintenant, les PBR. Je vais donc définir une politique de sauvegarde. Je vais donc choisir une politique de type PBR, donc c'est un Disaster Recovery. Je vais choisir ma machine cible, donc en l'occurrence le 5003. Et la seule chose en fait que je vais avoir à configurer, ça va être son nom et surtout le RPO. Donc je vais mettre un RPO à 5 minutes. Pour la démo, c'est un petit peu arbitraire. Le principe, comme l'a dit Antoine, c'est qu'on va passer du mode journaling au mode cycling. Et si, pour une raison X ou Y, vous dépassez votre RPO, c'est-à-dire si la désynchronisation entre votre cible et votre source dépasse ce temps, vous allez avoir une alerte. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut juste dire que votre machine n'est pas capable de faire la réplication suffisamment rapidement pour respecter votre RPO. Donc, ce chiffre-là, moi ici j'ai mis 5 minutes, j'aurais pu mettre 10, j'aurais pu mettre 2. Il va falloir que vous le calculiez en fonction de la qualité de votre lien
entre les deux machines, Fiber Channel, IP, RDMA, que sais-je, et la quantité de données que vous aurez à répliquer, c'est-à-dire le taux de changement de votre disque de production. Voilà, je crée ma policy. Alors, comme d'habitude, sur le Flash System, vous avez la possibilité de le scripter, d'utiliser des API, etc. pour le faire. Là, j'ai un panel qui résume ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé une politique de réplication entre mon 5002 et mon 5003. Et ce qui va se passer maintenant, vous voyez ici, je suis en rouge parce que je ne suis pas encore synchronisé. Et au bout de quelques minutes, sur ma machine cible, bon, ça a été très rapide, j'ai les disques. Vous avez vu tout à l'heure, c'était vide. Là, le temps que je discute, ça a été créé. J'ai un volume groupe qui a été créé. Et vous voyez son statut, j'ai une copie qui est en cours. Alors, bien sûr, c'est la première fois que je mets en place cette politique. Donc, la durée de la réplication, la première, peut durer un petit peu de temps. Mais vous pouvez suivre. Ici, vous voyez, vous avez le statut de la copie. Vous avez le temps estimé qu'il reste avant d'avoir la synchronisation. Et au bout de quelques temps, qui va dépendre de la quantité de données à répliquer, de la qualité de votre lien, ça va être remplacé par votre taux de synchronisation. C'est-à-dire que vous allez avoir, au fil du temps, en temps réel, le temps de désynchronisation. Mais tant que ce temps de désynchronisation sera inférieur au RPO que vous avez défini, vous n'aurez pas d'alerte. Et si d'aventure, vous avez par exemple, votre lien qui se dégrade ou une très forte quantité de données qui a été modifiée, à ce moment-là, vous aurez une remontée d'alerte qui vous dira que vous avez dépassé votre RPO. Et tout ça est visible des deux côtés. On a le même statut, on est synchronisé au niveau des données. Donc, combien de temps il reste ? Ce que je te propose, Antoine, c'est de reprendre la suite. Ah oui, très bien. Je vais faire ça. Donc, effectivement, si vous voulez rajouter un volume, par exemple, vous étendez une base de données, il vous suffit au niveau de votre B source de créer un nouveau volume et de le créer à l'intérieur de votre volume groupe. Comme j'ai créé le volume à l'intérieur du volume groupe, il va appliquer les mêmes politiques de réplication. Et au bout de, encore une fois, quelques minutes, le temps que ça se rafraîchisse, je vois apparaître ici le nouveau volume. Et là encore, je vais pouvoir suivre au niveau des policies le statut de la réplication. Alors là, évidemment, le disque test que j'ai créé était petit. Il n'y avait pas de données à l'intérieur, donc la réplication a été très rapide. Et vous voyez donc le statut, maintenant que les disques ont été répliqués la première fois, on a la flèche qui est devenue verte avec le sens de la réplication, puisque de la même façon que vous pouviez le faire aussi avec le Global Mirror, en cas de désastre, vous allez pouvoir au choix relancer la production sur le site cible ou alors casser la réplication pour en faire une autre. Enfin, tous les choix que vous aviez avant avec le Global Mirror ou avec le Global Mirror with Change Volume, vous l'avez encore ici. Et vous allez pouvoir, par exemple, rendre les deux copies indépendantes de façon à pouvoir lancer la production sur votre site de secours. Et une fois que vous avez réparé votre site principal, vous allez pouvoir faire la synchronisation de votre production qui tournait sur le site de secours pour revenir à l'état initial, simplement ici, en réappliquant une nouvelle politique de réplication. Antoine, tu voulais que je montre autre chose ? Est-ce que vous avez des questions sur la façon de mettre en place le PBR ? Il marche celui-là ? Ah.
Depuis quelques années, l'ensemble des licences sont présentes nativement dans les flash systems, ce qui fait que dès lors que vous achetez un flash system, vous avez le droit de faire de la réplication, les codes sont inclus. Donc ne vous en privez pas. Pour ce qui est avant des flash copies, Oui. on peut aussi créer un volume groupe. Alors c'est un autre sujet, mais oui. Alors, juste parce que pour que ce soit enregistré, je vais répéter votre question tu as raison. pour qu'elle soit sur le recording. Donc, en gros, comment marchent les mécanismes de flash copy avec les volumes groupes? Tu peux répondre aussi du coup. Donc, effectivement, Tu m'as coupé, maintenant, hein. les flash copies sont remplacés par les volume group snapshot. On peut toujours faire du flash copy, mais la nouvelle façon de faire, c'est les volume group snapshot. Et comme leur nom l'indique, tout est géré au niveau du volume group, là encore. Donc, comme vous avez fait une policy de PBR, vous allez faire une policy de snapshot. Et vous aurez la même possibilité de faire les restores, de faire des clones. La différence principale que je vois entre les flash copies et les snapshots, c'est que les flash copies, ça crée des volumes. Et les snapshots ne sont pas réellement des volumes, donc on ne peut pas les mapper. Et ce qui fait qu'on ne peut pas modifier le contenu d'un snapshot. Vous avez un flash copy, vous montez votre cible de flash copy sur un serveur, vous pouvez le modifier. Si vous faites ça avec un snapshot, vous allez devoir avoir une étape intermédiaire qui est la création d'un clone. Donc le clone, vous pourrez le mapper et le modifier, mais le snapshot par lui-même, vous ne pouvez pas le modifier. Il est immuable de ce point de vue-là. Et en plus, si vous le faites safeguarded, une case à cocher, vous ne pouvez pas non plus le supprimer si vous êtes administrateur. Tu t'égares. Mais globalement, on revient sur cette notion d'objectif de SLA. Je crée un volume qui est répliqué sur deux sites et qui bénéficie d'un snapshot automatique une fois par jour. Donc dès lors que je vais créer un nouveau volume à l'intérieur d'un volume groupe, automatiquement, il va hériter de ses objectifs de SLA. Il m'a repris la main, le cochon. Juste pour montrer comment on fait un snapshot. Oui, pour ce temps-là. Alors, pour l'instant, je n'ai pas parlé d'hyperswap et de PBR, parce que hyperswap, c'est le achat, je vais seulement commencer à en parler. J'ai parlé de global mirror vers PBR. Alors, je n'ai pas forcément parlé de gain de performance, ce serait excessif. Je parle de repousser le bottleneck. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que si vous avez une charge très faible et que ça marchait bien en global mirror, ça ne marchera pas forcément beaucoup mieux en PBR. Par contre, toutes les workloads, et elles sont nombreuses, qui commençaient à chatouiller les limites de ce qu'était capable de faire le global mirror, le fait de passer en PBR améliore considérablement. Ah bah du coup, tu boudes. D'accord. Pas du tout. Il me coupe la chic. Ah, celui-là, hein. Maintenant, je passe sur PBHA. Nous avions avant deux grands mécanismes pour assurer la haute disponibilité des données. Alors, soit on utilisait une technologie additionnelle qui s'appelle SVC et on configurait des modes stretch cluster sur du SVC. La plupart du temps, ce que l'on faisait, c'était de l'hyperswap. Donc, l'hyperswap, c'était je prends deux machines, je les relie à l'intérieur d'un même cluster, je mets chacune des machines sur un site, et à chaque fois que je définis un volume, je m'arrange pour qu'il bénéficie de deux volumes copies, de deux copies locales, une à gauche et une à droite. C'était l'hyperswap. Ça avait plusieurs limitations, les performances notamment, mais des limitations opérationnelles, c'est qu'il fallait absolument que les deux machines soient de type identique et le même code. J'ai dit un autre truc, mais c'est pas grave, je vais m'arrêter. Ce qui, d'un point de vue achat, intellectuellement, quand j'ai du achat, c'est que je vais assurer la disponibilité de mes données. Et j'aime bien pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et avant, en hyperswap, quand j'avais besoin de faire une mise à jour de code, globalement, même si je pouvais faire du rolling entre les deux contrôleurs, mais je devais avoir les deux côtés de mon achat avec des machines identiques qui utilisent le même code.
Ce qui intellectuellement est embêtant, parce que quand je fais du achat, j'aime bien étaler un peu mes risques. Le PBHA fonctionne différemment. Comme en PBR, je prends deux machines entre lesquelles je vais définir un partenariat. Alors un partenariat qui devra être Fiber Channel ou RDMA. Il n'est pas question de faire de l'IP longue distance. Ça ne marcherait pas en termes de performance. Donc je fais un partenariat entre deux machines, et entre ces deux machines gèrent leurs volumes locaux. J'ai des volumes à gauche, j'ai des volumes à droite. Mais je vais en plus définir une notion de partition qui existe à cheval entre ces deux machines. Et à l'intérieur de cette partition, je vais définir des volumes, je vais définir des hosts, je vais définir des mappings entre mes hosts et mes volumes. Et tout ce travail de définition de volume et de host, il existe pour les deux machines en même temps, puisque ce travail de définition, il est défini à l'intérieur de la partition, et c'est la partition qui se retrouve à cheval entre deux machines. Dans une architecture comme celle-là, je vais avoir des hosts qui seront à gauche, des hosts qui seront à droite. Donc je vais, d'un point de vue configuration, localiser chacun de mes hosts en disant bah, toi, tu es physiquement au plus près de la machine de gauche, toi, tu es au plus près de la machine de droite. Ce qui fait que chaque host va faire ses lectures et ses écritures localement sur le stockage qui est à côté. Si jamais je perds mon stockage qui est à côté, eh ben, j'ai des chemins qui sont en pointillé, qui vont passer actifs, et je vais garder une disponibilité immédiate de mes données et de mes IO sur la machine d'en face. Avant, en HyperSwap, on faisait ça à l'intérieur d'un cluster. Maintenant, avec PBHA, on fait ça entre deux clusters différents qui peuvent utiliser des matériels différents qui tournent des versions de code différentes. Un autre avantage qui est plutôt sympa, on avait un effet de bord sur les configurations HyperSwap où on avait un scénario de panne, celui du split brain, celui où on perd le lien entre les deux salles, qui avait pour conséquence de tomber une des machines. Il y avait une des machines qui disait pour éviter de prendre le risque de corrompre les données, je préfère m'arrêter. Sauf que sur la machine HyperSwap, on avait des tas de cas où on avait des volumes locaux qui n'étaient pas configurés en HyperSwap et qui servaient à un seul serveur local. Eh ben, la machine, elle s'arrêtait quand même et on perdait les accès aux serveurs locaux. Maintenant, en PBHA, j'ai des volumes locaux à gauche, des volumes locaux à droite. J'ai une partition entre les deux. Et dans le cas du split brain, c'est la partition qui va s'arrêter. Ce ne sont pas la partition locale. Donc les partitions locales vont continuer à servir les IO des machines distantes. Donc ça donne un petit peu plus de flexibilité dans l'admin quotidien. Alors, bien évidemment, je parlais de split brain, on a besoin d'un quorum. On a toujours besoin d'un quorum. Dans n'importe quelle solution de cluster achat, on a besoin d'un quorum. C'est aussi vrai en environnement PBHA. Alors, c'est maintenant des quorums IP avec des exigences de latence qui sont à 250 millisecondes. Donc, c'est extrêmement simple d'aller déployer ça sur un troisième site. Même chose pour les performances. On a repoussé le bottleneck. On a fait les mêmes simulations de performance d'une machine qui n'a pas de H1, d'une machine qui a du policy-based H1 et d'une machine qui avait de l'hyperswap. On voit que l'hyperswap était un goulet d'étranglement plus que sérieux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis d'échelle là. Mais enfin, on voit globalement que sur une machine, le PBH1 consomme 15-20% de performance par rapport à une machine qui ne ferait pas de réplication. Là où l'hyperswap était un vrai goulet d'étranglement et qui parfois nous obligeait à multiplier les machines pour pouvoir tenir la charge, la workload des clients. Alors, pareil, j'ai piqué des charts alors que j'avais prévu de traduire ce week-end et j'ai eu d'autres préoccupations ce week-end, donc j'ai pas tout fini mon travail. Mais en anglais, ça va le faire, je pense. Des slides de comparaison entre
policy-based achat, hyperswap et stretch cluster. Et en toute transparence, les avancées de PBHA et les reculs aujourd'hui de PBHA. Parce qu'il y a encore quelques points sur lesquels on n'est pas aussi bon qu'en hyperswap. Notamment, on a une lacune aujourd'hui, qui est la deuxième ligne, c'est que un host, il est soit dans une partition achat, soit dans une partition locale. Ce qui fait que pour un host donné, on ne peut pas lui mapper des volumes qui seraient répliqués et des volumes qui ne seraient pas répliqués. C'est une des limites qui reste aujourd'hui, qui sera levée dans le futur, c'est dans les roadmaps. Mais aujourd'hui, on a dans certains cas, et on a des clients qui nous disent non, mais moi, à cause. On a aussi modifié les configurations des hosts en achat, c'est pas encore. Il y a encore des petites choses qu'on n'arrive pas à faire. Par contre, on a levé les limitations autour du renommage d'Elon, autour de l'agrandissement d'Elon, qui étaient des limitations qui existaient à l'origine, qui maintenant n'existent plus. En termes de support des protocoles et de support des operating systems. C'est un travail qu'IBM fait. IBM ne le fait pas tout seul parce que pour supporter les operating systems, on a bien souvent besoin de travailler avec les gens qui développent les operating systems. On avait démarré de façon assez mesurée avec seulement du Linux, pour simplifier, du Linux et du VMware. On a très largement enrichi nos matrices de support des environnements PBHA. Il reste quelques bricoles qu'on ne supporte pas encore. Alors des bricoles, il y a une bricole qui nous embête pas mal en ce moment, par exemple, c'est Proxmox. C'est super à la mode sur le marché, parce que les gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont devenus amoureux de ce produit, on se demande bien pourquoi. On ne supporte pas encore Proxmox en environnement achat, c'est dans les roadmaps, on y travaille, on met la pression sur le product management, mais aujourd'hui on ne l'a pas, voilà, en toute transparence. Par contre, tout ce qui est VMware, Linux, AX, IBMI, on est tout bon, on supporte complètement PBHA, on en a en production et ça marche bien. On a fait un extract hier, on a 40 machines en France configurées en PBHA. Et au début d'année, il y en avait 2. Voilà. Donc ça vous donne une idée de la courbe d'adoption. J'ai pas eu de cas récent où on a été obligé de partir en hyperswap parce que le PBHA voulait pas. Donc ça marche bien. Ça marche très bien. Ce qui marche pas encore super bien, c'est la conversion. Passer de l'hyperswap en PBHA, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère parce qu'un hyperswap, c'est un seul cluster. Un PBHA, c'est 2 clusters. Donc, on sait le faire, mais ça suppose de casser le HA. J'ai souvent un client, quand il a investi dans du HA, c'est pas pour s'en priver pendant 3 jours. Donc, des migrations hyperswap PBHA, on a un chemin. On a un chemin via des snapshots qui permet de limiter l'interruption à quelques minutes en ayant beaucoup de sto à côté. J'ai pas connaissance de quelqu'un qui ait fait le chemin en France. Donc ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui, les environnements qui sont hyperswap restent hyperswap. Par contre, tous les déploiements, on les fait en PBHA et la migration, elle se fait comme ça. On est capable de migrer, mais autant en PBR. Pourquoi faire la conversion? Bah, je vous dis, il ne faut pas la faire. Parce que PBHA a plein d'avantages et la question s'est posée partout, mais comment je fais pour bénéficier de ces avantages par rapport à un hyperswap? Parce qu'il y a des gens qui ont un hyperswap et qui, avec des contraintes de performance et qui aimeraient bien pouvoir passer en PBHA, et c'est vrai que c'est frustrant d'avoir des machines qui sont capables de tenir la charge. Il suffirait de faire un saut software, sauf que le saut de config, il n'est pas trivial. Donc il existe, on sait le faire, mais il n'est pas trivial. Donc moi, je ne connais pas quelqu'un qui choisit de le faire en France.
Alors, troisième site, on parle de quoi? On parle du quorum? Ou on parle du PBR 3 sites? Ouais. Merci pour la question. En 2024, donc il y a un an, avec la version 8.7.1 du code, on a introduit PBHA avec PBR supplémentaire. Donc comment ça fonctionne? Je viens de squeezer la démoche, il va rater, mais il va revenir après. C'est quand vous allez définir une partition. Vous allez définir une partition avec un objectif de réplication qui sera soit DR, soit HA, soit HADR. Et dans ce cas-là, vous allez associer à votre partition un objectif de SLA qui sera je suis répliqué sur en HA sur 2 sites plus un troisième en DR. Et vous allez choisir ce schéma-là. Avec un objectif de RPO, vous allez mettre des partenariats à 3 machines. Concrètement, comment ça fonctionne? On va mixer les deux technologies. Vous avez 3 flash systems. Alors je dis flash system, ça peut être des SVC. Potentiellement de types différents, potentiellement avec des versions de code différentes. Alors des versions de code différentes, mais cohérentes, hein, bien sûr, hein, des versions de code modernes. Hein. Mais en tout cas, on peut monter les releases avec des sauts un peu différents. Et vous allez définir un partenariat à 3. Il y a 2 machines UDR. Et c'est tout. Ça veut dire que dès lors que vous allez définir un nouveau volume à l'intérieur de cette partition, automatiquement, il va hériter de cet objectif de SLA et les flash systems vont se débrouiller pour aller créer les 3 copies sur chacune des machines et mettre en place les réplications entre ces machines. On a toujours aujourd'hui une limite avec le PBR3 site. Je suis transparent ce matin. Je vous ai expliqué que le PBR, il était capable de faire du mode journaling et du mode cycling et d'être capable de s'adapter à une liaison réseau de faible qualité. En PBHA 3 sites, ça n'est pas encore vrai. C'est que le PBR du PBHA 3 sites ne peut être que journaling. Donc il faut que le lien vers le 3e site soit de bonne qualité. C'est la limite aujourd'hui de notre PBHA 3 sites. Qui sera levé, mais pas aujourd'hui. Et pas demain non plus. C'est bon. Alors, même principe. Au niveau de l'hyperswap, vous aviez une définition pour chaque volume de est-ce qu'il est hyperswap ou pas. Maintenant, on change de paradigme. Vous avez une notion de partition, mais toujours une notion de volume groupe. Je vais vous montrer 2 systèmes avec une partition déjà établie dans laquelle vous avez une relation de HA. Et je vais vous montrer 2 façons de mettre en place le HA sur cette machine. La première façon, c'est vous n'avez pas de volume, vous créez votre partition HA et vous créez vos volumes et vos hosts directement à l'intérieur. L'autre façon, c'est d'intégrer vos volumes existants à une partition et à la passer en HA. Donc, vous avez un nouveau menu depuis la version 8.6 et quelques qui a introduit le HA, qui est le menu Storage Partition, dans laquelle vous allez pouvoir créer une partition. Pour mon premier exemple, je vais faire une partition vide. Je vais donc décocher la case qui me dit d'ajouter des ressources existantes et je vais créer la partition. Cette partition, c'est en quelque sorte un sous-ensemble de votre flash system. Vous avez même la possibilité d'avoir une adresse IP spécifiquement pour cette partition. Et au lieu d'aller sur votre flash system directement, vous pouvez aller directement sur la partition et vous ne verrez que les volumes, les hosts et les volumes groupes de cette partition. Dans cette partition, je vais créer donc mon HA. Vous voyez que je peux choisir Disaster Recovery, HA ou même 3 sites. Comme pour cette démo, j'ai 2 machines, je choisis haute disponibilité. Je vais donc
créer une partition achat sur le flash system distant. Au bout de quelques temps, je vais avoir ici ma partition 1 qui va se créer et dans laquelle je vais pouvoir venir créer mes volumes et mes hosts. Donc, encore une fois, ça marche avec des volumes groupes. Donc, on crée un volume groupe, on crée des volumes, on crée des hosts. Et dans le menu de la partition, vous avez effectivement chaque élément qui peut être créé individuellement. Je crée mon volume groupe. Qui est bien sûr vide pour le moment puisque je n'ai pas encore créé mes volumes. Puis je vais créer des volumes à l'intérieur de ce volume groupe. Et le fait d'avoir créé ces volumes à l'intérieur de cette partition qui est en achat va automatiquement créer les volumes dans la partition distante. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'avais qu'une seule partition. La partition 1 est maintenant apparue. Et si je vais à l'intérieur de la partition sur mon site distinct, pour l'instant, vous voyez que le volume est à 0. Ça va changer. Voilà, ça va changer le temps que je le dise. Vous avez donc le volume groupe que vous avez créé sur votre site principal, les volumes de ce volume groupe, et je ne vais pas en faire là parce que je n'ai pas de host disponible, mais le host va aussi être dupliqué. Un détail sur le host, Antoine en a parlé, vous avez une affinité de sites. Vous avez deux machines qui sont distantes et vous avez des hosts qui peuvent être potentiellement sur les deux sites. Et grâce à cette affinité, vous allez définir quel est le site préféré de chacun de vos hosts de façon à ce que tous les I/O, aussi bien en lecture qu'en écriture, soient faits de préférence sur le site le plus proche et donc avoir une optimisation des performances parce que vous n'avez pas, comme on pouvait l'avoir en Hyperswap, une idée de site principal qui fait que les données doivent forcément passer par ce site principal directement. La deuxième façon de créer une partition, c'est de créer une partition avec des volumes existants. On peut très bien imaginer que vous avez un flash system qui existe depuis un certain temps, avec une production qui tourne dessus et qui n'est pas protégée. Et bien entendu, vous voulez pouvoir protéger des volumes existants. Donc, je vais créer hors de ma partition une paire de volumes. Si je me mets sur la bonne machine, c'est mieux. Donc, je crée deux volumes que je vais appeler Power Week. Juste pour bien qu'on voit les nouveaux volumes et qu'on les distingue des volumes déjà existants sur la machine. Oui. C'est par solidarité que je fais ça, Antoine. Donc, ces volumes Power Week, je vais les mettre dans un volume groupe parce qu'encore une fois, tous les mécanismes de réplication sont basés sur ces volumes groupes qui sont donc l'équivalent des groupes de consistance. Et dans ce volume groupe, je vais inclure les deux volumes que j'ai créés. Mon volume groupe a été créé. Et si jamais ces volumes étaient mappés sur un host, quand je vais créer ma partition avec ce volume groupe, il va aller chercher le host sur lequel les volumes sont mappés et l'intégrer à la partition. Et vous aurez dans la partition le volume groupe, les volumes, mais aussi le host avec son mapping. Aujourd'hui, si sur ce host, vous avez des volumes qui sont mappés mais qui ne sont pas dans un volume groupe, ça ne marchera pas. Il faudra que vous mettiez ces volumes soit dans le même volume groupe, soit dans un autre volume groupe, de façon à ce que ce volume groupe soit aussi intégré dans la partition, puisque comme on l'a dit, la partition c'est un sous-ensemble du système, et donc vous ne pouvez pas, du moins
pas encore aujourd'hui, avoir des volumes sur un host à l'intérieur et à l'extérieur d'une même partition. Donc maintenant, je vais créer une autre partition, mais cette fois-ci en incluant les ressources. C'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là, je vais pouvoir sélectionner le volume groupe avec mes volumes existants, et le tout, bien sûr, sans arrêter la prod. Même si vous avez des I/O qui sont en train de tourner, ça pose aucun problème. Exactement. Donc, j'ai créé ma partition. Cette partition contient mon volume groupe, mes deux volumes, et je vais pouvoir, de la même façon, créer ma relation de achat avec ma machine distante. Au bout d'un certain temps, sur ma machine distante, je vais voir apparaître ma partition 2 avec les volumes et les hosts. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir merger des partitions. Vous avez, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, une extension d'une base de données. Vous avez un nouveau volume à créer. Vous pouvez bien sûr le créer à l'intérieur de la partition et il va être synchronisé automatiquement. Mais si jamais vous voulez mettre dans la même partition un volume qui avant n'était pas standalone, la mécanique est un petit peu plus complexe qu'avec le PBR, puisque vous allez devoir, comme je l'ai fait là, créer une partition à achat. Et quand la partition à achat sera synchronisée et que donc les deux partitions achat auront le achat actif et synchrone, vous allez pouvoir les merger et faire en sorte que vos volumes de vos deux partitions se retrouvent dans la même partition et que vous la gériez de la même façon. Ce qui peut être intéressant, par exemple, dans le cadre d'une migration. Quand vous allez vouloir migrer, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais quand vous allez vouloir migrer une partition, si tout est dans la même partition, la migration se fait en une seule fois. Et c'est très simple, vous avez un menu Merge Partition qui vous permet effectivement de merger les partitions qui devront avoir donc la même politique de réplication et le même état, à savoir synchronisé. On a droit à 32 partitions par système, ce qui permet d'avoir une certaine fluidité dans l'organisation. On en avait 4 avant, 4 c'était un petit peu juste, on est maintenant passé à 32, ça va continuer à monter, mais déjà 32 c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, la question, c'est est-ce que le merge des partitions est réservé aux AX et aux Linux et pas aux IBMI? Je vois pas pourquoi. En fait, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que le fait de merger les partitions ne va pas merger les volumes. Vous aurez simplement différents volumes, que ce soit sur un IBMI ou sur un AX, qui seront sur un RAID du flash system. On n'est pas sur un RAID interne. Et du point de vue du serveur, les volumes sont mappés sur le serveur, mais il n'a pas la notion, lui, de la partition. Simplement, votre IBMI, il est dans une partition et dans une seule. Et ce que vous voulez faire, c'est rattacher des volumes supplémentaires. Vous voulez rattacher des volumes supplémentaires en achat. Et donc, vous allez merger ces volumes dans la partition existante. Vous allez donc rajouter des nouveaux volumes sur votre serveur. Et il n'est pas question de rajouter une copie sur les volumes existants. Et une fois que votre volume sera dans la partition et qu'il sera synchronisé, donc, vous allez pouvoir l'attacher à votre serveur. Typiquement, dans mon exemple ici, j'ai la partition 1 qui a 2 volumes de production et mon serveur, AX, Linux ou IBMI. Et cette partition-là qui a mes volumes que je veux rattacher, mais il n'y a pas de host ici, puisque le host il est déjà dans cette partition-là et comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir un host qui est à l'extérieur et à l'intérieur d'une partition. Donc, vous avez vos volumes ici,
vous allez merger votre partition, et dans cette partition, vous allez avoir 4 volumes, dont 2 mappés sur un serveur et 2 qui ne sont pas mappés. Et après, vous pouvez mapper sur le serveur, et vous aurez donc 2 nouveaux volumes au niveau de votre serveur qui sont synchronisés. On ne parle pas de RAID. La notion de merge, elle est vraiment sur la manière dont on organise les volumes à l'intérieur du flash system. Ensuite, les volumes sont présentés à l'IBMI. Après, l'IBMI, je dirais qu'il fait ce qu'il veut avec ces volumes. Et il n'a pas la notion, lui, de la partition. C'est vraiment au niveau du flash system que c'est défini. En fait, les volume groups sont supportés depuis avant la 8.7, puisque les processus de PBHA, de volume group snapshot ont été introduits en 8.6 déjà. 8.5 même. En fait, ce qui change avec la 8.7, c'est que la 8.7.0 est la dernière version à supporter le Global Mirror et le Metro Mirror. Avant, on avait déjà des volume groups. Et on a introduit progressivement les volume group snapshot, puis le PBR, puis le PBHA. Alors, consistency group sur les flash copies ou sur les Metro Mirror? Donc, soit vous faites du flash copy et vous avez des consistency group, soit vous faites du volume group snapshot et vous avez des volume group. Mais vous ne pouvez pas faire un snapshot d'un volume qui est la cible ou la target d'un flash copy. Aujourd'hui, les deux fonctionnalités continuent d'être supportées, quelle que soit la version de firmware. Je n'ai pas à ma connaissance aujourd'hui de date ou de roadmap pour l'arrêt du support du flash copy, mais on est sur le même mécanisme, mais avec deux façons différentes de progresser. Et pour passer du flash copy au volume group snapshot, il faudra choisir le volume, supprimer le flash copy et faire un snapshot. Sachant que supprimer le flash copy, d'un point de vue sécurité des données, vous pouvez supprimer la relation de flash copy. Vous avez donc toujours votre résultat du flash copy qui est là, et vous faites un snapshot dans un volume group, ce qui fait que quand vous avez migré tous vos flash copy en volume group snapshot, vous n'avez plus besoin de consistency group. Et si on parle de PBR, là encore, vous pouvez passer de Global Mirror à PBR, et vous allez donc passer d'un système avec des consistency group vers un système avec des volume group. Alors, avec les snapshots, vous avez la possibilité de faire des snapshots dans le cloud. Est-ce que c'est de ça dont on parle? Alors, vous n'avez pas la possibilité de mapper le snapshot, mais vous avez la possibilité de créer un clone de votre snapshot et de mapper ce clone. Et dans le cadre d'une sauvegarde incrémentale, vous aurez la possibilité de rafraîchir le contenu de ce clone à partir d'un nouveau snapshot. Donc, si j'ai bien compris, votre mécanisme aujourd'hui, c'est, par exemple, vous arrêtez votre base, vous faites un flash copy, vous relancez la base et puis vous faites un backup de votre flash copy. Avec le snapshot, ce sera le même principe. Vous arrêtez votre base, vous prenez un snapshot, vous relancez votre base. À partir de ce snapshot, vous faites un synclone. Ce synclone, vous le mappez à votre serveur de backup et vous allez faire votre sauvegarde. Et comme avec le flash copy, vous pouvez faire un refresh du flash copy, là vous pourrez faire un refresh du synclone avec la nouvelle version du snapshot. En fait, le synclone n'est pas un volume qui utilise physiquement de l'espace, puisqu'en fait c'est juste un principe de pointeur. Donc de la même façon qu'avec le flash copy, vous ne preniez d'espace que les données qui étaient modifiées, ce sera le même principe ici. Vous avez votre snapshot qui va grossir en fonction de la modification de votre volume de base. Et si vous modifiez votre clone, vous allez avoir effectivement la modification. Et à chaque fois que vous allez rafraîchir, vous allez remettre ça à 0 et repartir juste sur la partie modifiée. Et le synclone, il ne peut pas grossir parce qu'il fait le delta d'un volume qui n'est pas mappable, donc il ne peut pas bouger. Donc,
Autre question. De PBR à PBHA, faut resynchroniser. Ouais. Alors, De PBR à 3 sites, par contre, il vous suffit d'ajouter un 3e site en PBHA. Vous pouvez partir d'un PBHA et faire un 3 sites avec PBHA plus PBR, et vous pouvez partir d'un PBR et faire un 3 sites PBHA, PBR. on peut rajouter la composante achat, un deuxième site achat à un PBR. Et la future réplication synchrone sera un PBR synchrone. A priori, ce qui est prévu, c'est qu'il soit possible de migrer de PBR asynchrone vers PBR synchrone. C'est pas du achat, c'est pas la question, mais c'est ma réponse. Donc par contre, effectivement, passer d'un 2 sites PBR à un 2 sites PBHA, il faudra effectivement refaire la config. Mais vous pouvez rajouter un 3e site, l'un ou l'autre, suivant ce que vous avez déjà. Bah, bon appétit du coup.